Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Laurence Decoq. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante et chercheuse en histoire et sciences de l'éducation. Vous venez de publier École aux éditions Anamosa, qui offre une grille de lecture historique et actuelle, d'ailleurs, de l'ensemble de la chaîne scolaire de la maternelle jusqu'à l'université. D'abord, un mot sur ces formules fétiches, comme vous les qualifiez. École de la République, ça a encore un sens aujourd'hui de parler d'école de la République ? Ça a un sens dans la mesure où la République, si on la conjugue au pluriel, les républiques sont quand même des moments qui ont vraiment pensé la démocratisation de l'école. Donc moi, je ne suis pas opposée à la formule. Là où la formule perd son sens, c'est lorsqu'elle est utilisée pour dénaturer le projet qui ont été les projets des républiques, justement. Justement, au début de l'ouvrage, vous revenez évidemment sur la question de la démocratisation scolaire, ce qui est remis aujourd'hui en cause. La massification scolaire conduit les gouvernements à imposer des stratégies, dites-vous, à l'image de la réforme Parcoursup, pour limiter cette démocratisation. C'est ça qui se joue en ce moment ? Oui, alors dans ce livre, en fait, j'ai forgé le concept de contre-démocratisation. Mon idée, c'était de montrer à quel point la démocratisation, c'est-à-dire en fait le fait de rendre possible pour tous les enfants, pour tous les adolescents, quelles que soient leurs origines, la réussite scolaire et le choix du parcours qu'ils souhaitent, c'est ça la démocratisation. Ça a toujours été une boussole. Alors bon an mal an, hein, cas un cas, ça n'a jamais été parfait, hein, l'école elle dysfonctionne, mais au moins c'était la boussole, c'était quand même l'objectif, le cap hein, qu'on visait pour les réformes. Et aujourd'hui, dans la cohérence de l'ensemble des réformes récentes, les réformes Blanquer, il y a à mon avis carrément une boussole qui est complètement retournée sur la table, et c'est pour ça que j'ai parlé de contre-démocratisation. Vous dites que le poids aussi des neurosciences, des sciences cognitives dans le cycle élémentaire, qui sont chers à Jean-Michel Blanquer, contribuerait à renforcer justement la sélection à l'école. Pourquoi ces nouvelles formes de neurosciences, de sciences, je vais y arriver, de sciences cognitives conduisent inévitablement justement à davantage de sélection dans l'école ? Alors en fait, les sciences cognitives ou les neurosciences en elles-mêmes, elles ne nourrissent pas forcément une contre-démocratisation. Ce qu'il faut attaquer, ce qu'il faut à mon avis condamner, c'est l'instrumentalisation de ces types de démarches scientifiques, neurosciences ou psychologie ou sciences cognitives, psychologie cognitive, leur instrumentalisation pour dire, mais voilà, nous avons les secrets des apprentissages. Ces secrets sont purement biologiques, ils sont purement scientifiques, et donc les déterminismes sociaux n'ont strictement aucun intérêt, n'ont plus aucun intérêt, nous pouvons les compenser par la science. Or, les neurosciences sérieuses ou les sciences cognitives sérieuses n'ont jamais dit qu'elles étaient une recette magique pour compenser les déterminismes sociaux. Et donc on comprend bien que quand on met en avant uniquement les neurosciences, les sciences cognitives, au détriment de tous les héritages de recherche en sciences de l'éducation ou en sociologie de l'éducation qui montrent bien le facteur déterminant, pas décisif, mais déterminant, pesant de l'appartenance sociale ou culturelle des enfants, lorsqu'on gomme ça, on voit bien que derrière, il y a toute une politique. Et cette politique, elle consiste à dire, finalement, on n'a pas besoin de compenser les inégalités sociales par une redistribution des richesses, par exemple. On va mettre le paquet sur les sciences cognitives, sur les neurosciences, comme ça, on pourra faire croire hein, que tous les enfants peuvent réussir de la même façon. Et donc, derrière ce slogan, qui est un beau slogan hein, de tous capables, il y a cette idée de tous capables parce que même cerveau. Alors ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les gamins qui échouent, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire finalement, tu as un cerveau malade. Voilà. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est évidemment votre casquette aussi d'historienne, et vous revenez justement sur les discours qui ont pu exister dans les années 80, notamment très alarmistes sur la question de l'école, et puis vous expliquez aussi qu'il y a eu une deuxième bascule dans les années 2000 de ce que vous appelez la gouvernance européenne, une école inféodée au marché, dites-vous. C'est quoi qui s'est passé à ce moment-là ? Dans les années 2000 ? Ouais. Dans les années 2000, c'est vraiment concordant avec la mainmise de l'Union européenne sur un certain nombre de secteurs du service public, hein, et en particulier sur l'école. Et donc, on a vu, comme ailleurs, des politiques visant à harmoniser les systèmes éducatifs. C'est l'apparition, par exemple, du classement PISA. Hein. Régulièrement, tous les 2 ans, on nous dit, voilà, la France est très mal placée, la Finlande est très bien placée, la Corée du Sud, nanana. Donc, on a tout un discours alarmiste sur le français, sur les mathématiques. Et c'est aussi l'arrivée en force de ce qu'on appelle les compétences, qui encore une fois... Voilà. Alors, en France, ça s'est traduit par le socle des connaissances, des compétences. Maintenant, culture, connaissances, compétences.
Encore une fois, le mot compétence n'est pas un gros mot, le fait d'évaluer ce que savent faire, ce que peuvent faire des enfants. Au contraire, c'est particulièrement intéressant. On a toujours finalement conjugué compétences et connaissances. Là où ça devient problématique, c'est comme la problématique des sciences cognitives ou des neurosciences, c'est quand ça devient finalement un étalon pour classer. Et que du coup, ce qui importe, c'est quelle place occupe tel enfant en termes de compétences, avec des modalités de calcul qui sont extrêmement complexes, qui noient les enseignants et qui finalement ne changent rien à l'affaire, c'est-à-dire qu'elles renforcent encore plus la mise en concurrence des enfants qui sont 10 fois plus évalués. Et donc, sous prétexte de les aider, sous prétexte de compenser des handicaps ou des retards de l'école française, finalement, on surévalue, ce qui fait qu'on surhiérarchise, on surclasse. Après, on fait des classements, on met en concurrence comme ça les établissements, on met en concurrence les enfants, on met en concurrence les profs, ce qu'ils essaient de faire avec le mérite, et on voit bien que c'est donc la pénétration, mais extrêmement forte, des logiques néolibérales, des logiques de marketing, de management, dans les établissements scolaires et dans le système éducatif plus généralement. C'est aussi une manière d'assumer que l'école n'est pas là pour former des citoyens éclairés sur le monde de demain, mais de former les travailleurs de demain, ce virage qu'on a connu justement dans les années 2000, de ce que vous appelez la gouvernance européenne. Oui, c'est ça. En fait, le néolibéralisme, il vise à quoi? Il vise à mettre en adéquation les offres d'emploi et les ressources disponibles, la main-d'œuvre disponible. Alors, bien sûr, vous avez des gens qui vont dire « mais c'est normal, l'école elle est là pour que les enfants ils apprennent un métier, etc. » Enfin, qu'est-ce que c'est être un enfant? C'est pas se programmer, normalement, hein, en tout cas en termes de démocratisation scolaire, c'est pas ça. C'est pas se programmer dès la naissance pour devenir ouvrier, pour devenir, je sais pas quoi, moi, employé de telle ou telle administration, ou pour reprendre l'entreprise à papa. La démocratisation est censée faire exploser cette logique-là. Or, le néolibéralisme, étant donné que sa quête, c'est celle de rentabilité, il faut que tout le monde soit à sa place. Hein, et puis, de préférence, évidemment, avec un minimum qui fait du profit sur l'exploitation des autres. Alors, en effet, lorsqu'on a des grilles de compétences, vous voyez déjà comment le terme est affreux, hein, le grille, mais qu'est-ce qu'on met derrière une grille à part des prisonniers, quoi? Donc, lorsqu'on a des grilles de compétences, eh bien, on peut savoir exactement à quel profil professionnel se destine tel ou tel enfant. Et ça a été extrêmement loin, hein, parce que sous Nicolas Sarkozy, dont Jean-Michel Blanquer, je le rappelle, a été le directeur général de l'enseignement scolaire, hein, donc c'est quand même des gens qui se connaissent très bien, qui sont en accord. Sous Nicolas Sarkozy, il y a eu carrément la tentative de détecter dès l'âge de 3 ans, on parle de gamins de 3 ans, hein, des bébés, hein, des dérives possibles, hein, c'est-à-dire que ça ne correspond plus, ces enfants ne correspondraient pas à la norme attendue. Mais qui fixe la norme? Et quelle norme? Et cette norme aujourd'hui, elle est de plus en plus fixée par les demandes du marché. Il y a un autre mot qui revient souvent aussi dans l'école qui est en train de se construire. C'était vrai sous Sarkozy, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. C'est la notion de mérite. C'est quoi un élève méritant? Alors l'élève méritant, oui, c'est celui qui va fournir le plus de travail possible, va fournir tous les efforts possibles, tous les efforts dont il est capable, et va être couronné de succès. Encore une fois, hein, c'est là où réfléchir sur l'école, c'est toujours compliqué. Le mérite en soi n'est pas à condamner. Je veux dire, moi j'ai travaillé 16 ans dans des quartiers populaires, des gamins qui étaient dans des situations de vraie précarité sociale et qui bossaient comme des dingues et qui disaient « je veux faire Sciences Po, je veux faire HEC, je veux… » On les poussait, évidemment, quoi. On va pas dire à un gamin, non, excuse-moi, écoute, t'as vu où t'es né, t'as vu où tu vis, donc tu vas rester à ta place. Donc, évidemment qu'on a toujours, ça s'est toujours fait comme ça, valorisé, encouragé des enfants qui sortaient un petit peu du lot par le travail qu'ils fournissaient. Mais le discours sur le mérite, c'est-à-dire le discours qui va déterminer que seuls les enfants qui fournissent ces efforts-là sont susceptibles d'être accompagnés vers la réussite. C'est un discours qui est extrêmement pernicieux. Et pernicieux pour une raison principale, qui est que très souvent, les enfants les plus défavorisés ne savent pas ce que c'est fournir un effort de travail. C'est codifié, ça aussi. Nous sommes des enfants de bourgeois, enfin moi, vous peut-être aussi, nous sommes des enfants de bourgeois, et en fait, depuis tout petit, nous avons été biberonnés à l'idée de ce que c'est que travailler, ou en tout cas apprendre. Hein, c'est ça, c'est tous ces jeux éducatifs, etc. Donc finalement, nous avons intériorisé complètement les codes de ce qu'est l'apprentissage. Et quand nous arrivons à l'école, nous savons ce que ça veut dire travailler.
Il y a des enfants qui arrivent et pour lesquels le mot travailler ou le mot effort ou le mot concentration, ça n'a pas de sens, ça s'apprend aussi. Donc ces enfants-là, qui ont intériorisé complètement cette idée du mérite, ces enfants auxquels on rend un 3 sur 20 à l'âge de 8 ans et on dit « faut que tu travailles plus », mais ces enfants qui ont passé leur soirée à travailler selon leur propre définition du travail, en réalité c'est d'une violence inouïe. Et donc ils intériorisent le fait que leur échec est un échec juste. C'est un échec juste parce qu'on leur a donné toutes les chances d'eux et ils n'ont pas su la saisir. C'est en ça que ce discours sur le mérite est extrêmement pernicieux parce qu'il part du principe que tous les enfants détiennent les codes scolaires et ça c'est faux. Voilà. Justement, dans l'offre pléthorique qui se dessine et que vous décrivez aussi dans le livre, vous dénoncez les vendeurs de rêves des écoles Montessori, Freinet, Steiner, qui privilégient justement le développement de l'enfant. Vous dites que ces pédagogies alternatives sont devenues des adjuvants d'un système néolibéral. Est-ce qu'on a un recul suffisant justement sur les effets de ces pédagogies sur les enfants? Alors ça c'est une très bonne question. Je ne mets pas Freinet, je le mets à part, hein, mais effectivement Montessori, Steiner, etc. On manque d'enquêtes étayées, en tout cas à ma connaissance, hein, c'est-à-dire une véritable enquête de suivi de cohorte, comme on dit dans mon domaine. Donc on prendrait les enfants à leur entrée dans cette école et on les tracerait jusqu'au collège, lycée, etc. On manque d'une enquête comme celle-ci, en tout cas en France, on en a une mais qui est beaucoup plus vieille pour Summerhill en Angleterre, qui est l'un des modèles de ces écoles-là. Mais ce qu'il y a de sûr, donc du coup je ne parle pas de la réussite scolaire de ces enfants-là, on a des indices, hein, et en particulier on a des indices qui sont plutôt alarmants sur les difficultés que ces enfants ont à rejoindre un système dit traditionnel, ou alors, pire encore, sur des enfants qui sortent de certaines écoles et qui n'ont mais strictement absolument pas le niveau, mais pas du tout. Hein, ça, on en a des échos, notamment sur des écoles dont je tairai le nom pour l'instant, mais de la banlieue parisienne. Par exemple, les écoles Espérance banlieue, elle, je peux en parler, c'est un type d'école privée. Donc on manque d'enquêtes sur le long cours. Mais mon propos était plutôt de dire que très souvent chez les parents qui choisissent ce type d'école, et notamment chez les parents de notre famille politique, c'est-à-dire qui se disent de gauche, voire même de gauche radicale, et je parle en particulier au début du livre, je fais des portraits de famille, et il y en a une que j'ai vraiment en tête parce que je les connais bien, parce qu'en fait c'est des amis ces gens-là, hein. C'est des amis et c'est moi aussi en même temps d'ailleurs. Hein. Je parle de certains portraits qui, au nom justement des défaillances de l'école de la République et au nom d'un modèle alternatif de monde, vont avoir la possibilité de débourser un demi-SMIC pour scolariser des enfants dans des écoles qui, à première vue, nous apparaissent comme des écoles idéales. Pas Steiner, hein, parce que c'est l'anthroposophie, c'est encore autre chose. Mais voilà, des écoles où on va sensibiliser les enfants aux problématiques écologiques, où on va les accompagner individuellement, etc., etc. Et évidemment que ces écoles, elles coûtent cher, elles sont privées, et que comme nous sommes à un moment extrêmement périlleux pour l'école publique, eh bien, multiplier ces écoles, c'est aussi porter un discours sur les défaillances de l'école d'État, et c'est oublier la majorité des masses, des enfants, des catégories populaires, mais moi c'est eux que j'ai en tête essentiellement, mais c'est ça être de gauche, qui ne peuvent pas dépenser un demi-SMIC pour aller dans ces écoles-là. Après, elles posent d'autres problèmes qui sont des problèmes pédagogiques, mais on pourra en reparler peut-être plus tard. Mais justement, sur ce point-là, précisément, c'est intéressant parce qu'il y a cette citation qui est assez frappante dans votre livre où vous citez une personne, je pense que c'est tout à fait une personne réelle, qui vous a dit « Je ne souhaite pas que l'on contraigne mon enfant à fréquenter des enfants qu'il n'avait pas choisis ». Ça participe de ces stratégies d'évitement. Les familles ont conscience qu'il faut faire échapper leurs enfants d'un environnement dans lequel ils n'ont pas envie que leur enfant évolue. Et dans le même temps, plus tard dans le livre, vous dites que dans l'urgence, et heureusement, certains parents font le choix, quand ils l'ont, de protéger leur enfant en lui trouvant une structure plus adaptée. Et vous ajoutez, s'il faut choisir la clinique privée pour sauver un enfant parce que l'hôpital public crève de l'austérité, il n'y a pas à hésiter. Bien sûr. C'est pas forcément une contradiction, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même une grosse problématique sur ce que devient l'école publique aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est pour ça que ce livre n'est pas du tout une apologie de l'école telle qu'elle fonctionne. Hein. Les dysfonctionnements, ils sont absolument criants. On est d'accord sur le diagnostic. Ce monsieur qui m'a dit, là c'était lors d'une conférence, j'étais invitée par les Gilets jaunes,
C'était, voilà, ce monsieur me dit, moi, je scolarise mon enfant à domicile. À domicile, c'est encore une autre problématique, parce que je ne veux pas qu'il rencontre des enfants qu'il n'a pas choisis. Et ce monsieur prenait comme prétexte Vladimir Ilitch, celui qui a écrit Une société sans école, au nom d'une interprétation très primaire. Une société sans école, ça veut dire qu'il faut supprimer les écoles. Mais c'est pas ça, Ilitch. Ilitch, c'est tout école. Tout est un endroit où on apprend. Et donc, dire « je veux pas que mon enfant croise des enfants qu'il n'a pas choisis », c'est un contresens complet. Parce que justement, ce que dit Illich, c'est que c'est en croisant des gens qu'on n'a pas choisis qu'on apprend partout, et pas seulement dans les écoles. Donc ça m'avait mais complètement atterré, quoi. C'était vraiment un truc. Et là, c'est pas simplement une rencontre avec le néolibéralisme, c'est carrément une rencontre avec les familles tradies catho-intégristes, quoi. C'est-à-dire, surtout, gardons les enfants à la maison, c'est maman qui fait l'école, etc., etc. Puis on voit bien aussi à quelle catégorie sociale ça s'adresse. Encore une fois, toutes les mamans n'ont pas la possibilité de rester à la maison pour faire classe à leurs gamins. Et bien sûr, ce que je dis, parce que je ne veux pas jeter la pierre aux gens qui mettent leurs enfants en privé, parce que leurs enfants souffrent dans l'école publique. L'école publique, aujourd'hui, elle fabrique de la souffrance chez certains enfants. Ce que je dis dans le livre, c'est que parfois, la souffrance, elle est un peu exagérée de la part de certains parents. Par exemple, moi, quand j'entends mon enfant, il s'ennuie, ça va, je me dis, c'est bon, il n'y a pas péril en la demeure, quoi. Mais en revanche, il y a des enfants qui développent des vraies névroses. Et qui sont extrêmement angoissés, etc., qui font de la phobie scolaire. Ces enfants-là, on les sauve. Dans l'urgence, on les sauve. On ne va pas se dire, ouais, bah non, il faut que je sauve l'école publique, etc. Mais non, les enfants n'ont pas, évidemment, à pâtir des dysfonctionnements de l'école. Alors, il faut jouer avec ces deux temporalités-là, en réalité, quoi. La temporalité de l'urgence, où il y a vraiment des endroits où c'est plus possible. Et puis, la temporalité sur le temps long, où on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour sauver et pour reconstruire ce qui reste, parce que c'est pas perdu. Justement, pour sauver l'école, dans la dernière partie du livre, vous défendez l'idée d'une école émancipatrice, évidemment en distinguant le mot d'émancipation de celui tel que Emmanuel Macron peut le reprendre à son compte et qui consiste plutôt à former une génération d'entrepreneurs. C'est quoi un projet émancipateur pour l'école ? Un projet émancipateur, d'abord c'est une école qui soit vraiment une école démocratique, au sens où je le définissais pour commencer. Par ailleurs, le projet émancipateur tel que je l'entends, c'est forcément une émancipation qui est collective. Effectivement, vous avez raison de la différencier du modèle de notre gouvernement, pas simplement Macron, parce que tout le monde utilise ce terme maintenant d'émancipation, c'est-à-dire en gros la libre entreprise de soi, quoi. C'est pas du tout ça l'émancipation. L'émancipation collective, en fait, je pourrais la résumer d'une formule très simple. Je ne peux m'émanciper que si tu le fais avec moi. Je ne peux m'émanciper que grâce à toi. Et tu ne peux t'émanciper que grâce à moi. C'est une interdépendance complète et c'est une émancipation qui est obligatoirement collective. Ça passe par quelque chose de très simple, c'est-à-dire le cap de la suppression des rapports de domination. Très simple dans la formulation, extrêmement compliqué à mettre en place, mais qui doit aussi intégrer la boussole de la démocratisation. J'ai une dernière question, Laurence Decoq, vous dites que la laïcité est devenue le blanc-seing à un traitement discriminatoire des élèves. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de la sortie du ministre Blanquer sur ce fondamentalisme islamiste dans certains territoires qui aurait fait que certaines petites filles vont à l'école le plus tard possible? C'est navrant, c'est ce que vous disiez vous dans votre édito de Regard. C'est absolument navrant d'abord parce que c'est faux, c'est étayé par strictement aucune enquête. Ça sort de nulle part, ça sort du chapeau, voilà, comme ça tout à coup. Ça tape toujours sur les mêmes catégories de personnes. C'est vrai que dans ce livre j'y consacre une petite partie. Ça devient vraiment insupportable que ce très beau principe de laïcité, que moi je défends, mais vraiment sans aucune réserve, devienne aujourd'hui le prétexte pour taper toujours sur les enfants que l'on suppose être plus musulmans qu'élèves. Moi, je suis désolée, les enfants sont des élèves, les élèves sont des enfants, point. Merci beaucoup, Laurence Decoq.